be okay. Bienvenue au 3e épisode du podcast M'informer. Aujourd'hui, nous allons parler de boxe féminine en Tunisie avec la doctorante Sonia Beniahmed. Donc, je vais te présenter un petit peu en quelques mots. Toi, tu as été diplômée d'un doctorat en communication à l'Université de Montréal et une militante engagée pour une société, j'imagine, plus juste et plus équitable. Et comme moi, tu es d'origine tunisienne et tu as vécu en Tunisie et tu es venue à Montréal il y a maintenant 7 ans. Dans tes travaux de recherche, tu explores la sociologie, les études de genre, la communication, puis des thématiques comme la violence, le pouvoir, le corps, le langage, la mobilité. Tout ça dans une perspective décoloniale, ancrée dans l'intersectionnalité et imbibée du marxisme. Tu as eu de nombreuses distinctions qui soulignent l'excellence de ton parcours académique. Félicitations. Et tu as occupé différents rôles, autant dans des milieux universitaires que communautaires. Et aussi, tu as milité dans des associations tunisiennes comme celle des femmes démocrates et du mouvement social Manish Msema. Et aujourd'hui, tu es encore active dans plusieurs mouvements féministes, anticapitalistes, décoloniaux et pro-palestiniens aussi. Et c'est un honneur de te recevoir et de discuter avec toi. Aujourd'hui, on va parler de boxe féminine en Tunisie. Donc ça a été le sujet de ta thèse. Est-ce que tu peux plus nous en parler et nous dire qui t'a motivé à explorer ce sujet? Ok. Oui, ma thèse, elle traite, je pars de la boxe pratiquée par des femmes, des boxeuses de haut niveau. Je pars de la boxe comme pratique sportive, mais aussi comme pratique d'une certaine forme de violence. Puis il m'intéresse comme de voir qu'est-ce que ça peut faire aux femmes dans leur quotidien, qu'est-ce que ça peut faire au champ du sport. La boxe étant largement toujours en Tunisie, mais aussi ailleurs, un sport très peu féminisé. Qu'est-ce que ça peut faire à notre conceptualisation de la violence des femmes, en l'occurrence donc dans ce cas-ci, et qu'est-ce que ça peut faire à la littérature qui traite de la question de la violence, le tout à partir d'un terrain basé sur l'observation, sur un terrain empirique, donc avec c'est pas juste je fais de la théorie, je fais des réflexions, mais je pars d'un terrain empirique, puis c'était ça donc l'idée pour moi, c'est de ça que traite ma thèse. Puis pourquoi ceci? En fait, je suis militante féministe, donc le concept et les enjeux de violence, mais aussi de pouvoir ont toujours été au centre de ma militance. Une forme aussi de violence a fait partie de mon expérience, de mon parcours de vie. Puis, et c'est très normal, hein, c'est aussi on s'inscrit et on vit dans des contextes globaux de violence, caractérisés par la violence. Donc voilà. Pour moi, il s'agissait donc de m'arrêter là-dessus dans ma thèse, mais de revoir et repenser la violence autrement. Donc c'est pas juste la violence contre les femmes, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire à partir de la violence, comment la subvertir, comment subvertir la violence, qu'est-ce que les femmes peuvent faire en lien avec ça, en dehors du cadre, on se fait violenter. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Donc ça peut évoquer donc, des questions d'autodéfense, et effectivement c'est important aussi dans ma thèse, mais pas que. Donc c'est aussi quelle forme de violence on peut adopter. Est-ce que la violence est quelque chose qui nous est inculqué, ou c'est quelque chose qui fait quelque part partie de nous, mais qu'on pacifie. Le on étant, ça peut être nous-mêmes, et ça peut être tous les dispositifs de pouvoir, etc. Et donc voilà, j'étais beaucoup dans ces réflexions-là, intéressée par tout ça en tant que militante féministe, mais aussi en tant que militante féministe qui fait de la recherche. Donc d'où pour moi le lien, l'importance d'aborder de problématiques et d'enjeux qui me parlent particulièrement. Puis la boxe a été un peu une réponse
pour le volet empirique. Donc je voulais une pratique qui forge les corporalités, qui façonne des corporalités éventuellement différentes, avec lesquelles je peux appréhender comment l'on se perçoit soi-même, comment la société nous perçoit dans notre différence, si on est différente. Puis aussi, donc voilà, comment des femmes capables d'être violentes, Oui. est-ce qu'elles le sentent vraiment ou pas, enfin, est-ce qu'elles font preuve de violence en dehors du cadre sportif, par exemple, ici. Puis moi, en tant que chercheur, je veux quelque chose à observer, quelque chose à discuter, donc avec les participantes. Puis le choix de la boxe est parti de là. On dirait qu'en premier plan, la boxe, c'est un sport, mais nécessairement, ça pose la question justement des violences qui sont subies ou qui sont exercées. Mais de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que vraiment, on dirait que le sujet central, c'est la violence, en fait. C'est parti de là, on dirait, l'idée d'aller observer la boxe féminine, donc la violence qui est exercée chez les femmes, en plus, quelque chose qu'on entend très très peu en Tunisie. C'est effectivement, c'est ça ce qui m'avait le plus motivée, c'était la question de la violence. Avant que ce soit la boxe, c'était une réponse, une forme de mise en pratique, de mise, parce que moi-même j'ai pratiqué la boxe dans le cours de ma recherche. Mais aussi pour observer comme j'ai dit et tout. Mais en même temps, il y a aussi, là je parlais surtout de mes débuts, donc qu'est-ce qui a animé, pour répondre à ta question, ce que j'ai pu faire. Mais c'est sûr qu'en faisant de la recherche, il y a aussi des choses qui changent. Il y a des éléments qui se rajoutent, il y a nos propres perspectives qui peuvent changer, etc. Puis j'ai été confrontée à la question de, pour certaines boxeuses, la boxe n'est pas violente. La boxe, ce n'est pas de la violence, c'est autre chose. Puis on pourrait, si tu veux, en parler davantage. Mais c'est ça, donc c'est central, la question de la violence, pour moi. Mais il y a aussi au-delà de ça, donc comment les participantes à la recherche elles-mêmes, elles définissent leurs pratiques, qu'est-ce qu'elles en font, etc. Et aussi, on peut essayer de définir qu'est-ce que c'est que la violence. Et je t'avais rencontré à travers ta conférence et tu avais justement dit ça, que qu'est-ce que c'est que la violence au final. Chacun a sa propre perspective. Pour rejoindre un peu le commentaire de la boxeuse qui disait que la boxe n'est pas de la violence. Je pense qu'il est important toujours de se situer le cadre théorique qu'on veut mobiliser, puis qu'est-ce qu'on défend aussi à travers notre travail, à travers nos conceptions, etc. Qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que tout en fait. Il y a la même chose peut être définie de manière différente, donc on va essayer d'adopter une certaine définition en ne la figeant pas, ça c'est important, surtout avec des catégories comme violence qui sont très très en évolution au quotidien, rien qu'en lien avec les définitions juridiques, etc., les pratiques sociales et tout, mais quand même on parle d'une définition qui est basée un tant soit peu sur des faits. Et voilà, donc il est important de se positionner, qu'est-ce qu'on entend par violence, mais par tout, au final, tous les concepts, les notions clés. Moi, dans mon travail, les notions clés, c'était violence, féminité et corps. Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient aussi, que j'ai essayé d'interroger, comme pouvoir, subalternité, etc. Mais la part de Lyon, dedans, était violence, corps et féminité. Puis, pour moi, la question de la violence est nécessairement importante à interroger avec la question de la force, mais aussi la question du pouvoir. Le pouvoir, c'est beaucoup plus large que violence, il ne repose pas que sur la violence. La violence est très importante dans le pouvoir, mais elle n'est pas son seul fondement. Puis, la force est aussi importante dans la violence, mais ce n'est pas son seul fondement. Et je précise que je parle spécifiquement de la violence physique. Et non pas violence verbale, etc. Du coup, dans ça, donc les femmes en question, les participantes à ma recherche, en sachant que c'est des femmes majoritairement des classes populaires qui sont acculées, qui sont des fois
stigmatisées comme étant peu féminines, comme étant, si en plus ce sont des boxeuses, elles sont conçues comme étant très violentes. C'est quoi ça, une femme boxeuse? Des classes populaires, déjà les femmes des classes populaires sont assignées à une forme de vulgarité, de non-respectabilité, etc. Donc c'est amplifié dans leur cas, d'où le fait que y en a qui se distancient en disant la boxe n'est pas de la violence, c'est un art. C'est quelque chose de noble, c'est une performance. Quand tu vois, l'une des participantes me disait, quand tu vois une boxeuse sur scène, c'est une performance artistique. Wow. Ce n'est pas un exercice de la violence. Donc certaines la définissent comme ça. Surtout au début, il faut creuser pour aller chercher donc d'autres faits, d'autres mises en exercice de la boxe sur un mode violent. Donc ça serait en dehors du cadre sportif dans ce cas-là. Mais ça peut aussi, avec beaucoup de boxeuses, s'agissait vraiment de creuser avant d'arriver au-delà du cadre sportif, parce que je ne les connaissais pas nécessairement beaucoup au début, donc ça a pris aussi beaucoup de temps pour connaître les personnes, avoir un degré de familiarité pour qu'on parle de choses et d'autres, des fois des choses très très intimes en lien avec des violences vécues, des violences subies, des violences infligées à d'autres, etc. Ça prend quand même beaucoup de confiance envers l'autre personne, et si l'autre personne, tu la connais pas beaucoup, ça se construit avec le temps. Donc dans mon cas, ça s'est aussi fait avec des retours prolongés dans le terrain. J'ai pas fait ça sur 2 mois, j'ai fait ça comme sur environ 3 ans et demi. Wow. Et du coup, un lien que j'ai essayé de maintenir, je ne l'ai pas maintenu avec tout le monde, mais je l'ai quand même maintenu avec plusieurs boxeuses. Et puis c'est ça, il y avait cet élément du temps qui nourrissait aussi beaucoup d'échanges, puis qui faisait des compléments d'informations à chaque fois. Bon, on en a parlé un petit peu, euh, mais peut-être que tu pourrais me donner plus de détails là-dessus. C'est quoi les défis que tu as rencontrés quand tu as abordé justement un sujet aussi complexe que la violence et le genre, justement, quand ils s'associent ensemble? Violence et genre s'associent très bien ensemble. Ouais. Si on parle de violence à l'égard des femmes, Ouais. Je le dis vraiment pas pour banaliser ou simplifier, c'est un fait, les femmes subissent de la violence Bien sûr. systémique depuis des siècles. Exactement. Puis le socle systémique et structural de la question est très important, et ça s'inscrit dans un processus historique de contrôle des corps des femmes, etc. Donc je vais clairement pas réduire de ça, sauf que c'est aussi quelque chose qui est beaucoup reprise par les discours dominants, par les institutions. On parle beaucoup de violence à l'égard des femmes, on la traite pas comme il faut, on n'arrive pas à la résoudre, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup, puis c'est pas un défi la plupart du temps, en tout cas. Dépendamment des sphères. Si on parle à un public d'extrême droite, c'est sûr que quand même ça pose problème. Mais dans la plupart des sphères, ici par exemple, c'est pas problématique d'en parler. Parler de violences faites par les femmes, ça peut engendrer beaucoup de problèmes, notamment D'insécurité chez les hommes, peut-être. Et ce qui provoque un backlash contre les femmes et contre le mouvement féministe, etc. Parce que voilà, les femmes aussi sont violentes. Ça devient un rapport de symétrie très très problématique, parce que comme si quand tu dis je veux nommer quelque chose, puis voir ce qu'on peut faire, ce qui a été fait, ce qu'on peut faire avec, la nommer, c'est la mettre dans le débat public, on va dire, en tout cas c'est la mettre sur la table, et ça peut engendrer comme une instrumentalisation aussi de la question pour la retourner encore une fois envers les groupes qui en parlent. Puis ça c'est quelque chose qui a été beaucoup noté par lorsqu'il a commencé à avoir une littérature, un intérêt certes très limité et assez récent, mais quand même qui existe envers la question, la violence des femmes comme objet. Donc, je pense à Arlette Farge, Dauphin,
Pruvot et Cardi, etc., beaucoup de féministes, historiennes et de disciplines diverses, donc qui ont traité de ceci, puis qui ont donc mis aussi en exergue le backlash sur les femmes et sur les mouvements féministes quand on traite de la question. Mais c'est très important d'en traiter parce que la violence des femmes, c'est quelque chose qui peut aussi être source d'autre chose que juste une violence agressive, par exemple. La nier en soi est très problématique et antiféministe parce que ça nous inscrit, ça nous accule juste à la position d'éternelle victime. Et si on est des éternelles victimes, je ne vois pas trop pourquoi et comment les choses vont changer. Donc c'est l'inscrire dans un processus historique qui a fait qu'on soit acculé généralement à cette forme de passivité qui nous dépossède souvent du potentiel de violence, ou donc le même cadre dominant dans lequel la violence des femmes est traitée, c'est soit on est dépossédé, soit au contraire, quand on exerce la violence, c'est une violence spectaculaire, c'est une violence pathologisée parce qu'on est hystérique. On est hystérique, entre autres, etc. Parce qu'elle n'est pas naturelle, elle n'est pas normale. Même la violence politique des femmes devient dépolitisée, etc. Puis c'est donc un défi à ceci et déjà avoir tout ceci en tête pour bien expliciter ton objet de recherche, pour bien expliciter pourquoi tu veux travailler dessus sans tomber dans ce piège-là, sans te faire instrumentaliser ton sujet, etc. Donc ça, c'est l'un des défis, je te dirais, majeurs. Il y a aussi l'un des défis, la définition de la violence ou du harcèlement sexuel, par exemple. Il y a la mienne, il y a la mienne qui se rapproche de celle qu'adoptent des mouvements féministes, par exemple en Tunisie, mais il y a la définition juridique qui est aussi en évolution, donc délimitée à un certain temps, et en parler avec les participants, par exemple à la notion de harcèlement sexuel. Tu peux être confronté à, on n'a pas du tout la même vision, on n'a pas du tout la même définition, donc partir plus de faits, établir que, bon, moi, ce que j'entends par harcèlement sexuel, c'est ça, est-ce que ça correspond à comment tu vois les choses, puis est-ce que ça t'est arrivé ou pas, etc. Puis là encore, c'est aussi quelque chose que, par exemple, la chercheure Perrine Lachenal avait connu dans son examen dans son étude de l'autodéfense féminine au Caire révolutionnaire. Donc pareil, en faisant son terrain aussi, en parlant de harcèlement sexuel, il y avait aussi toute cette, j'allais dire fluidité, mais le mot n'a pas le même sens dépendamment de qui le traite et dans quelle sphère. Puis c'était aussi quelque chose qui était en évolution. Donc voilà, il y a aussi ça comme défi. Donc les définitions, les terminologies qu'on adopte, puis comment donc avoir un socle commun de compréhension pour qu'on puisse nommer des actes et voir comment on les traite aussi. Puis c'est très important tout au long d'un travail de recherche. Oui, j'imagine que oui. Mais en t'écoutant, ça me faisait penser aussi que quand tu parlais de définition juridique, justement, des fois, il peuvent y avoir des définitions juridiques, il peuvent y avoir des lois, mais des lois qui ne sont pas respectées après. Notamment, moi, je pense à la Tunisie, vu que j'ai grandi en Tunisie, mais des cas de harcèlement ou des choses comme ça, que j'ai vu rarement être défendus ou pris au sérieux par des policiers. Comme, est-ce que... c'est ça, c'est que en fait, on peut même être d'accord sur la définition, mais après, ça s'applique pas dans la pratique. Donc, il y a aussi un écart entre la théorie et la réalité. Mais il y a aussi des lois abusives. oui, Dans tous les c'est sens, ça. il y a des lois dont on veut aussi peut-être se distancier en tant que féministe, prenons Est-ce que la t'as transformation sociale. t'avais un exemple en tête? Je ne veux pas plaquer des modèles Ouais. n'importe comment, mais même toute la notion de loi, en fait, Ouais. pour traiter des phénomènes sociaux liés à beaucoup d'enjeux très profondément socio-économiques, aussi genrés certes, mais aussi très socio-économiques. Puis comment
euh, les lois en général criminalisent surtout des catégories bien déterminées de la population. Mhm. Et donc, Ouais. si on parle de harcèlement sexuel ou de violence à l'égard des femmes, il y a des formes de violence et de harcèlement sexuel beaucoup plus visibles et beaucoup plus punissables que d'autres, donc celles perpétuées par des hommes des classes populaires. Et du coup, si la loi qui est censée rendre justice aux victimes, même si elle est appliquée, qu'elle soit appliquée ou pas, en tout cas, la philosophie de la loi est censée être ça. Puis si elle ne donne, donc au final, quand elle est appliquée, elle s'attaque à une catégorie bien déterminée de personnes, des hommes racisés, des hommes de classe inférieure en général, en Tunisie. Qui ont moins de moyens en plus pour prendre des avocats pour se défendre. Leur Ouais. violence est plus visible parce que faite dans des sphères plus visibles de l'espace public, etc. Lorsque d'autres formes de violence sont beaucoup pratiquées ailleurs, puis elles nous sont moins prouvables, ou alors on a les pistons, etc. Ouais. Donc ça ne s'applique pas sur eux. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à garder en tête quand on traite d'enjeux de violence, à qui ça peut servir. Puis le groupe, il y a hommes, femmes, et il y a aussi une énorme complexité, une énorme hétérogénéité au sein des deux groupes. Puis est-ce que au sein du groupe même des femmes, il n'y a pas des femmes dominantes? Exactement. Au sein même du groupe des hommes, il n'y a pas des hommes dominés? Donc il y a aussi, c'est pas juste quelque chose de figé là encore, puis c'est important d'avoir et de garder... de les avoir en tête pour pouvoir regarder ce sujet. Ouais, mais au-delà des lois aussi, c'est ça en fait la question de la pratique de la boxe, entre autres, c'est au-delà de la loi, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même dans certains contextes si on n'a pas d'autre choix. Exactement. C'est ce qui m'était important aussi, donc d'adresser, de traiter à travers mon travail. Donc est-ce que les femmes qui sont capables d'exercer une forme de violence dans un contexte donné, est-ce qu'elles le font ou pas, et si oui ou non, dans quel contexte, etc. Comment les femmes que tu as rencontrées, elles vivent la contradiction entre la violence qui est subie puis la violence qui est exercée dans un cadre sportif? Ce qui est fait à l'extérieur, il y avait beaucoup de distanciation par rapport à ce qu'on fait de la boxe à l'extérieur du cadre sportif, parce que les institutions de la boxe ne favorise pas en fait l'usage des pratiques et des connaissances sportives en dehors du cadre strictement sportif. Donc c'est ça, me parler de ça, moi surtout au début, chercheur qu'on ne connaît pas beaucoup, etc. On va souscrire à ce qui est demandé d'elles en général, pour la plupart en tout cas des boxeuses. Et il y a aussi beaucoup la question, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ce sont des femmes des classes populaires déjà assignées, acculées à une forme de violence, de vulgarité, dont elles veulent se distancier justement de non. Donc elles en ont conscience. Ouais. Donc elles en ont conscience, et l'un des procédés qu'elles utilisent, c'est se distancier de la violence, puis mettre tout ce qui est positif dans la boxe en la présentant, plutôt qu'en la présentant comme étant de la violence. Et c'est une forme aussi pour gagner en respectabilité. La notion de respectabilité est très importante dans mon travail, et en lien avec cette question. Donc on est des boxeuses, on est des femmes respectables, on ne donne pas des coups comme ça. Il y en a une qui me disait, on pense que j'essaie de traduire dans ma tête, que je donne un coup comme je dis bonjour. Donc puis c'est vraiment pas le cas. Donc voilà, il y a ça, il y a la représentation sociale quand on sait que ce sont des boxeuses. Donc l'entourage plutôt proche, ou alors sur certaines corporalités, on peut supposer, en tout cas qu'on est dans une pratique sportive assez intense, et donc on suppose que la personne elle est violente, etc. Et l'un des procédés est donc se dire pas du tout, moi je fais pas mais quand j'ai creusé avec la plupart d'entre elles, qui se déplacent au quotidien et dans l'espace public, dans l'espace domestique, qui vivent
dans une société comme d'autres sociétés où les rapports de genre sont quand même assez caractérisants et importants. C'était pour moi quelque chose qui pouvait comme se passer réellement, comme avoir à faire usage de la violence dans un cadre donné. Et donc, il n'y a pas de contradiction pour elle. Ah, ok, d'accord. Voilà, il n'y a pas cette contradiction parce que dans la salle, c'est pas de la violence. À l'extérieur, souvent, on n'utilise pas ça, puis on va essayer de garder ça juste dans certaines sphères. Mais quand il a fallu, il y a eu cet usage de la boxe, et dans ce cas-là, dans une forme, oui, qu'elle-même définissait comme violente ou comme relevant de l'autodéfense, etc. Mais il n'y avait pas de contradiction pour elle. Est-ce que toi, tu as remarqué des points communs entre ces femmes, dans le sens, qu'est-ce qui les a poussées à pratiquer de la boxe? Est-ce que c'était dans un but de s'endurcir, de pratiquer de l'autodéfense, ou enfin, de trouver des moyens de se défendre de façon plus outillée, ou alors c'est vraiment juste une curiosité de la pratique de la boxe? Je vais commencer par présenter un petit peu donc, les boxeuses en question. J'ai fait des entrevues semi-directives avec 20 boxeuses de haut niveau appartenant majoritairement à l'équipe nationale, à savoir 18 boxeuses qui étaient déjà à l'équipe nationale quand j'avais fait des entrevues avec elles. Une autre qui l'est devenue, qui a rejoint l'équipe nationale plusieurs mois plus tard, et une dernière qui n'a jamais été à l'équipe nationale, mais qui joue quand même un haut niveau. Ce sont aussi des femmes majoritairement des classes populaires qui ont beaucoup d'éléments communs dans leur trajectoire, mais aussi des différences. Mais l'un des points en commun, en fait, pas pour toutes, mais pour beaucoup d'entre elles, c'était le fait qu'elles étaient passées par un club de boxe local dans un quartier bien déterminé, entre autres parce que c'était gratuit. Donc elles ont commencé à pratiquer la boxe dans leur quartier parce que voilà, c'est un club offert, donc la pratique est offerte dans un club de manière gratuite parce que c'est rattaché à l'une des institutions de l'État, des institutions répressives de l'État, à savoir la police, l'armée ou la gendarmerie. Donc il y a des clubs de boxe rattachés à ces trois institutions en Tunisie qui s'implantent dans les quartiers populaires. C'est super intéressant de savoir ça. J'étais pas du tout au courant. Ouais, c'est incroyable. Ça a été une découverte aussi de mon travail de thèse. Découvrir que voilà, beaucoup de clubs de boxe sont justement dans les quartiers populaires en général, et un quartier populaire en particulier, à Haïtaram. Puis, il était important pour moi d'interroger le pourquoi des choses. Pourquoi c'est fait, dans quelle logique, etc. D'où le fait que je me suis entretenue, entre autres, avec un commandant de la police tunisienne pour comprendre un peu la philosophie de l'État derrière ce choix. Cette implantation-là qui est, même selon l'analyse de cette entrevue, qui s'inscrit dans une approche de pacification sociale, on s'implante dans les quartiers populaires pour avoir plus de proximité avec les jeunes du quartier, particulièrement les hommes, mais pas que. On recrute aussi celles et ceux qui veulent bien se pratiquer dans des clubs, notamment de boxe, etc. Et éventuellement, on ouvre des possibilités pour avoir ces gens-là qui peuvent être du côté des contestataires quand il y a des crises sociales. On peut juste les avoir avec nous pour d'autres finalités, par exemple devenir policier. Comme l'État forme gratuitement des citoyens et citoyennes pour un jour, peut-être, s'ils en ont besoin, ils savent qu'il y a déjà des personnes qui sont déjà qualifiées et ils savent où les trouver. L'État ouvre ses portes à travers différentes institutions, à travers des clubs rattachés à ces institutions, des clubs de sport,
il ouvre ses portes dans le sens que tu peux aller te pratiquer et bénéficier d'équipements là-bas gratuitement. Donc ça crée nécessairement un rapport de proximité avec l'institution répressive, avec les personnes qui sont là au quotidien. Il y a des civils aussi, évidemment, même parmi les entraîneurs, etc. Mais il y a aussi rien que le lien avec l'institution. Ça crée ce lien qui n'est pas du tout évident au sein des classes populaires. Ce lien avec la police n'est pas du tout évident. Et c'est fait vraiment dans une logique d'État de s'implanter dans les quartiers populaires, avoir une base, c'est pas une base militaire, mais c'est une base là, et avoir des liens directs avec les gens, les jeunes en particulier des quartiers, les mêmes jeunes qui éventuellement peuvent s'inscrire dans d'autres formes de pratiques de leur énergie. C'est une forme de canaliser leur énergie à travers le sport, mais ça donne aussi cet accès à cette formation, cet accès à beaucoup de jeunes qui n'auraient peut-être pas du tout fait de sport dans un autre contexte, notamment des femmes qui se retournent donc vers la boxe et pratiquent la boxe. Donc ça répond un petit peu à ta question, l'une des raisons pour lesquelles les boxeuses que j'ai interviewées font de la boxe, parce que elles avaient ça à proximité, puis que c'était gratuit, et ce sont des femmes des classes populaires, ou des jeunes filles à l'époque quand elles avaient commencé, des jeunes des classes populaires qui n'ont pas 50 dinars par mois à mettre, en plus des transports et en plus, pour faire du sport. Donc, à travers ce mécanisme-là, ça fait en sorte qu'il y ait plus de femmes des classes populaires qui font de la boxe plutôt que des femmes qui sont issues peut-être des milieux plus favorisés. La plupart des boxeurs et des boxeuses viennent des classes populaires. Il y a une autre pratique qui est un peu en effervescence en Tunisie, qui est le boxercise. Je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est. En fait, tu connais peut-être, mais tu lui donnes un autre nom. C'est faire de la boxe sur un mode beaucoup basé sur la cardio. Donc une forme de boxe beaucoup plus, on va dire, soft, beaucoup plus light, que tu peux faire dans des gyms, comme ici, à Montréal, tu peux trouver ça. Donc c'est une autre forme de boxe, et c'est pas la boxe, c'est pas un club de boxe dédié à ça, ou c'est vraiment une autre pratique de l'endurance. C'est pas axé sur la cardio, il y a la partie échauffement au début et tout, mais c'est pas axé sur la cardio, sur la perte de poids, etc. Bien que ça peut être, on peut vouloir perdre du poids en faisant de la boxe, puis ça c'est aussi présenté parmi les boxeuses avec lesquelles j'ai parlé, mais c'est pas la finalité en soi, comme avec cette autre forme de pratique sportive qui est appelée la boxercise, et qui, elle, est pratiquée plus au sein des classes un peu plus aisées. Je comprends. Pour revenir à ton autre question, donc très brièvement, il y a beaucoup d'autres raisons qui peuvent mener les boxeuses à se pratiquer, à faire de la boxe, dans le cadre de ce qui a été évoqué avec les boxeuses, les 20 boxeuses avec lesquelles je me suis entretenue. Il y avait la question de l'autodéfense, par exemple, évoquée par 2 boxeuses. C'est la mère qui voulait vraiment outiller leur fille ça c'est fantastique. face aux possibilités d'agression, etc. Donc il avait vraiment tenu pour que leur fille fasse de la boxe. Il y en avait une qui regardait beaucoup de matchs de boxe avec son père à la maison pendant son enfance. Donc après, pour elle, ça allait de soi que ce soit la boxe qu'elle voulait pratiquer comme sport. Et en plus, tu peux faire ça à 2 pâtés de maison de chez toi. Donc voilà, ça facilitait beaucoup cette question d'accès. Il y avait beaucoup quand même de différences. Il y en a qui étaient allées pour, je sais pas, faire de la lutte. Elle n'a pas trouvé de la lutte, elle a fini en cours de boxe. Enfin, c'est ça. Et c'est pas nécessairement comme, je veux vraiment faire de la boxe, puis je vais comme faire tout pour y arriver. Mais continuer à faire de la boxe était dénoté vraiment d'un énorme intérêt pour cette pratique, parce que c'est pas évident dans plusieurs familles, c'était pas quelque chose qui était encouragé.
Un autre sport peut-être, mais pas la boxe, justement parce que la boxe c'est pas féminin, parce que la boxe c'est violent, parce que tout ça, tout ce qui m'intéressait en fait, pourquoi moi j'ai choisi d'examiner la pratique de la boxe par des femmes, à cause de tout cet univers social dans lequel elles baignent et elle est façonnée. Et ça a été beaucoup nommé par plusieurs boxeuses en lien avec des freins qu'elles ont pu connaître au sein de leur famille et de leur entourage ou pour leur pratique. Donc persister dans la boxe était vraiment dénoté de beaucoup d'implications. Oui, donc il y a le fait de le commencer, puis il y a le fait aussi de perdurer là-dedans. C'est deux choses différentes. Ouais. Est-ce que la boxe t'a amené à repenser ce que c'est que ce qu'on entend par la féminité? La boxe m'a amené à peut-être, je sais pas, repenser, complexifier la question de la féminité, puis à quel point elle peut incomber comme la non-féminité peut incomber comme un stigmate sur des personnes bien déterminées, donc des boxeuses, des classes populaires. Déjà un petit peu dépossédée de la question de la féminité. C'est pas en tout cas le modèle de la féminité le plus promu, les femmes des classes populaires. À quel point ça peut être stigmatisant pour elles et qu'est-ce que ça leur prend comme stratégie pour mettre de l'emphase éventuellement la question de la féminité ou pour la réimaginer, contribuer de manière consciente ou inconsciente à la refaçonner, remodeler. J'ai un corps différent, mais moi je me sens très féminine, par exemple, etc. Et ça peut faire beaucoup de choses aux normes, aux perceptions sociales. Quel est un corps féminin, mais aussi les corps des boxeuses. À quoi ressemble un corps de boxeuse? Moi, je n'y connaissais pas beaucoup en boxe avant de commencer toute ma recherche. Et j'ai rencontré des corporalités très différentes, à qui les boxeuses donnent des sens très différents. Puis ça, je trouvais ça très, très enrichissant et très intéressant, autant dans mes échanges personnels et mes perspectives à moi en tant que féministe, tout ça, mais aussi les voir performer dans la salle de boxe ces différentes corporalités, puis voir ce qui est attendu d'elles, ce qu'elles me disaient de ce qui se passait dans l'espace public ou dans la sphère domestique, etc. Puis oui, je pense qu'il y a une certaine réimagination de la féminité en acte. Et ça peut avoir un impact aussi à refaçonner qu'est-ce que la féminité. Bien sûr, ça prend une couche de plus pour que ça agisse de manière plus systémique et plus structurelle. Ça me fait penser à quelque chose, c'est un peu éloigné de notre sujet, mais par rapport au rapport entre la féminité et le sport, il y avait pendant les Jeux Olympiques il y avait eu une coureuse qui avait eu ses menstruations pendant qu'elle courait, et du coup elle avait une tache pendant qu'elle courait, et après sur les médias ça a fait un tollé pas possible. Les gens disaient comment ça se fait qu'elle court, elle n'a pas honte, elle devrait être chez elle, qu'est-ce que c'est que ça, comment nous montrer ça, c'est dégueulasse. Et puis elle, cette personne-là, elle a répondu en disant mais c'est mon corps, je pratique mon sport, c'est laissé tomber ce jour-là, enfin je vais pas rester chez moi juste pour pas vous traumatiser, ça fait partie de la vie. Et c'est ça fait penser justement, on est toujours tellement on veut tellement cadrer cette image de la féminité, tu dois toujours être ceci, cela, que justement, dès que tu dépasses un peu ce cadre, même j'imagine dans ta morphologie, quand tu vas avoir des bras un peu plus musclés ou quelque chose comme ça, directement, ça va créer de la crispation. Non, on veut pas voir ça. C'est tellement ancré, comme tu dis, c'est vrai que c'est dur à déconstruire l'image qu'on a de la féminité. Oui, c'est vraiment, c'est très ancré, mais pareil, donc le groupe des femmes, c'est très hétérogène, puis on n'a pas toutes les mêmes ressources pour contourner la prégnance de ce stigmate qui peut être très violent. Donc on peut user de procédés différents, on peut être vraiment, par exemple, dans le contrôle de sa morphologie, dans le contrôle de ses muscles. Ah, moi je ne veux pas développer beaucoup de muscles, beaucoup trop de muscles, parce que je ne veux pas être over, comme j'utilise le mot qu'a utilisé l'une des boxeuses.
parce que voilà, je veux quand même être féminine, puis je veux que si je mets une robe, je veux que ça soit beau sur moi, etc. Donc on peut être dans ça. Parce que le stigmate est très très important et parce que aussi peut-être dans le cas de certaines boxeuses c'est vraiment il y a des corps différents puis ça peut être les muscles peuvent être très voyants très les épaules très larges, etc. Et donc ça confronte beaucoup plus que, par exemple, une boxeuse fluette qui, elle va passer beaucoup plus selon les normes féminines et elle va passer plus sur le marché matrimonial, etc. Donc il y a ça, mais il y a différentes stratégies. Il y en a qui sont dans certaines sphères. En fait, je vais même jouer avec mon corps. Puis je vais renforcer ma pratique à des moments. Puis si ça se voit, mes muscles et tout, tant mieux. Et je vais même les exhiber dans certains contextes J'adore. et espaces. Par contre, dans d'autres, il n'y a pas de raison. Puis je vais me couvrir ou autre chose. Voilà, donc il y avait beaucoup de stratèges. C'est vraiment... c'est quelque chose qui est pensé de manière consciente, réfléchi et pensé de manière consciente ou inconsciente. Puis il y avait donc c'est beaucoup de manières de conjuguer avec la norme et avec les stigmates, soit parfois en les renforçant, parfois en s'en distanciant, puis voilà, moi je suis comme ça, moi je me trouve belle comme ça, puis tant pis pour ce que pense la société ou ce que pense X, qui voulait que j'arrête ma pratique pour qu'on se marie ou etc. Donc j'ai eu droit à beaucoup de ça, mais il y a aussi toute la question aussi de la boxe n'est pas c'est un sport, c'est de l'art. C'est aussi un autre procédé en fait pour valoriser la boxe et se valoriser soi-même, parfois aux dépens d'autres femmes. Ça devient, les boxeuses deviennent le symbole de la vertu, de la respectabilité, parce qu'elles pensent au sport, elles sont dans la discipline, elles n'ont pas le temps pour aller par-ci par-là, faire ceci, cela. Donc c'est vraiment varié. Ça a créé vraiment deux paradigmes complètement différents, comme la femme qui est effrayante et qui fait peur, puis la femme qui est finalement un peu vénérée parce qu'elle est pure, elle est respectable. Oui, c'est fou. Je vais pas généraliser, j'ai pas eu ça de la part de beaucoup de boxeuses, mais c'est quand même sorti de la part de certaines, une en particulier qui était vraiment dans ce discours-là. Je trouvais ça vraiment fascinant. Oui, c'est fascinant, c'est vrai. En parlant de la violence féminine, ça a, j'imagine, suscité beaucoup de réactions et de débats, notamment autour des théories biologisantes. Je reprends tes termes, que je trouve vraiment totalement adéquats pour parler de la situation, qui expliquent souvent ce type de comportement. Donc, tu vas mieux l'expliquer que moi, mais pour dire en bref, de dire les femmes sont naturellement plus faibles que les hommes, donc elles pourraient jamais être à la même force physique qu'un homme, même si elles pratiquent un sport et que ça les renforce et que ça change leur corps et tout ça. Il y a des fois des personnes qui vont dire ce genre de remarques. Comment toi, tu as géré ou comment tu les as appréhendées, ce genre de remarques? Déjà, certains de ces commentaires m'ont même été dits par des boxeuses. Ah oui. Des boxeuses qui me disaient « Je préfère me pratiquer avec un homme plutôt qu'avec une femme parce qu'un homme ne va pas trop mesurer sa force ou alors il va la mesurer dans le sens il va pas on fait comme un entraînement et l'entraînement l'objectif n'est pas de se faire saigner l'autre ou de se casser la gueule à l'autre mais il est naturellement plus fort donc ça va être plus sérieux. Puis la fille, la femme, elle va me ménager plus, etc. Mais dans ça, il y avait aussi d'autres couches à creuser qui sont que, oui, mais les femmes sont aussi plus amies l'une avec l'autre. Tu as plus de mal à casser la gueule à ton amie. Donc il y avait beaucoup d'autres couches, mais il y avait ce discours de, oui, les hommes sont plus forts, puis me pratiquer avec eux va donner plus de valeur à ma pratique. Et je comprends. C'est pas à moi de dire qui est le plus fort. En tout cas, il y a un processus historique. Moi, je ne nie pas que je pense que oui, la plupart des hommes peuvent être qualifiés comme étant
plus fort que la plupart des femmes, clairement pas tous et toutes, et on voit beaucoup d'exceptions quand même, si on veut juste rester dans la question de la force, hein, parce Oui, que oui, oui. aussi pour gagner un combat ou pour se débrouiller dans des situations données, c'est pas juste la force qui joue. Oui. Puis là, il y a peut-être, j'ai aussi entendu des boxeuses valoriser d'autres formes qui font qu'elles peuvent mener un combat contre un homme et le gagner, qui relèvent pas nécessairement de la force et du degré de violence, mais de l'agilité, de lire l'adversaire, La technicité, tout ça. l'intelligence, Ah, c'est la intéressant. technicité, tout ça. Je l'ai Super entendu intéressant. aussi. Mais oui, donc il y a un processus historique qui fait que le processus historique est beaucoup lié à la question, le cadre dont je parlais tout à l'heure. Ouais. On est acculé à une forme de passivité transmise de génération en génération. Il y a l'anthropologue Paula Tabé, par exemple, qui en parle beaucoup dans des sociétés déjà de chasse, de pêche et de cueillette, où on a été socialisé loin de l'utilisation des armes, loin de faire des pratiques quotidiennes qui reposent, elles peuvent être très demandantes physiquement, mais elles ne vont pas développer la force physique, la musculature, etc. Puis, moi, je crois en l'histoire, et l'histoire a des impacts qui deviennent génétiques, qui deviennent biologiques. Donc, voilà, genre, pour moi, ce discours est problématique quand il est érigé comme une évidence qui ne peut pas être détournée, qui ne peut pas changer. Donc, ça interroge la scientificité même, du coup, de ça. Est-ce que le biologique ne peut pas changer avec le temps, avec les pratiques, le social? C'est ça, moi, je m'inscris dans les logiques et les perspectives sociales et non pas biologiques, mais c'est sûr que le biologique aussi s'inscrit dans le social et il faut le voir. Mais si ça vient de quelqu'un juste pour dire les hommes sont de toute façon plus forts que les femmes, fait que si elles se pratiquent, qu'elles fassent de la boxe pendant 10 ans, juste elles vont jamais gagner de combat contre un homme, elles vont jamais pouvoir mobiliser leur force dans des situations réelles. Là, je suis comme juste clairement pas d'accord. Puis je peux me baser sur mon propre terrain de recherche, comme je peux me baser sur toutes les perspectives qui m'animent et que j'adopte. Mais surtout que si c'était aussi concret et aussi juste, on serait pas terrorisé dans ce cas-là qu'il y ait des femmes qui pratiquent du sport. Je veux dire, le fait de tout le temps dire « Oh, mais tu es plus faible, il faut que tu te rappelles que tu ne seras jamais aussi forte que moi ». Pourquoi on devrait se sentir autant menacé s'il n'y a pas de menace, en fait? Bien sûr qu'une femme peut être aussi forte qu'un homme, bien sûr qu'une femme peut être plus forte. Ça n'a rien à voir, je veux dire, avec le fait d'être un homme ou une femme. C'est plus ta pratique du sport, ta morphologie, enfin, comme tu disais, il y a plein d'autres aspects qui vont jouer. Mais il n'y a pas de vérité générale pour dire les hommes sont forts, les femmes sont faibles. Enfin, ça n'a pas de sens. En tout cas, il faut interroger le pourquoi des choses, même si on pouvait établir, pas en termes de pourcentage, mais une tendance, il faut interroger le pourquoi des choses. Et si on est dans des logiques sociales, rien n'est éternel. Et il y a aussi des pas que des contre-discours, des contre-pratiques, des contre-modèles qui existent et qui ne sont pas si peu nombreux que ça. Oui, puis bon, en tout cas, on peut aller loin dans ça parce qu'il y a évidemment la question de ce qui fait peur à l'ordre du genre, ce qui fait peur aux hommes, mais aussi ça peut aller dans mais qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, oui, c'est ça. Comment on détermine et à quel point on peut être rigide ou pas, et voilà, ça nous fait diverger dans des débats interminables qui peuvent être très très violents dans l'écartement, l'exclusion et la stigmatisation de beaucoup de femmes en général. C'est pas n'importe quelle femme en général, ça va être des femmes racisées, des femmes des classes populaires, des femmes qui subissent déjà la prégnance de plusieurs axes de division sociale, puis ça va renforcer en fait, le stigmate. Effectivement, c'est un débat qui est sans fin, ça, le rapport entre les hommes et les femmes. Dans ton travail, tu mobilises beaucoup des approches matérialistes et marxistes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et comment tu les as intégrées dans ton sujet de recherche? Je me base beaucoup sur des
penseurs marxistes et post-marxistes, penseurs à la fin R ou à la fin E, S, pour appréhender les questions de violence, de pouvoir particulièrement, mais aussi des stratégies de résistance. Donc, je mobilise beaucoup Frantz Fanon dans mon travail pour m'arrêter sur la question de la naturalité de la violence comme seul recours possible pour certains groupes sociaux, pour certains sujets, pour qu'ils deviennent des sujets. Donc la violence comme inhérente au façonnement et à la construction de certains sujets qui n'ont pas d'autres issues que de recourir à la violence dans des moments donnés pour être, et non pas juste pour être bien, c'est pour être, ça devient une bande. Fanon parle de corps, de sujets colonisés. Moi, sans vouloir faire d'extrapolation, mais je trouve les perspectives fanoniennes très importantes pour traiter, par exemple, de la mobilisation de la violence par des femmes qui ne sont pas censées être violentes. Donc leur mobilisation de ceci dans des circonstances où justement elles n'ont pas ce choix de ne pas le faire, notamment contre des agressions sexuelles de groupe ou individuelles, etc. Donc je trouve la question, les perspectives fanoniennes très importantes dans ce sens-là. Si je reprends, est-ce que ça veut dire que c'est comme la violence comme dernier recours? Ça serait un peu ça? Comme sera unique recours. comme voilà, Unique vraiment, c'est encore plus possible ouais. pour certains êtres dans certains moments donnés. Mhm. Donc ce n'est pas toutes les boxeuses, je ne traite pas toutes les boxeuses de la sorte en disant voilà, elles étaient dans une pratique quotidienne de la violence à travers laquelle elles devenaient et sans laquelle elles n'étaient pas. Je ne dis pas ça, mais j'essayais dans mes questions de demander voilà, est-ce qu'il t'est arrivé de mobiliser donc des pratiques violentes en dehors du cadre sportif, si oui, quand, dans quel contexte, etc. Et il y en a qui me disaient non, j'ai jamais été dans le besoin de le faire. Il a suffi, dans certains cas, par exemple, si la personne abusait verbalement de moi, juste que je la regarde comme d'un air menaçant, la personne voyait que je pouvais être menaçante, que j'avais un corps de sportive par exemple, et donc la violence verbale s'est arrêtée là. Dans d'autres cas, c'était non, moi déjà on voit ce que je suis, donc personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit, j'ai aucun problème, on voit la sportive que je suis avec mon look, mon sac, mon corps éventuellement, surtout l'été, les muscles, la question des muscles, entre autres, etc. D'autres étaient comme oui, moi j'ai dû donc faire face à ceci et cela, et puis sans ça, qu'est-ce que j'aurais été, qu'est-ce que j'aurais fait sans la boxe dans ces circonstances-là. Puis c'est ça, ces circonstances étaient des violences physiques qui s'inscrivent dans un continuum de violence que certaines personnes ont dû vivre pendant très longtemps, notamment pour arrêter de faire la boxe, donc la violence d'un frère par exemple. Violence vraiment continue, puis à un moment elle n'a cessé que lorsque la boxeuse a répliqué avec des coups, dans le sens aussi que cette violence était très déshumanisante, et c'est pour ça que quand tu la fais cesser, tu es dans un processus de subjectivation, de regain de ton humanité, de ta dignité, etc. Donc, dans d'autres cas, c'était des violences sexuelles. Et la violence sexuelle, quand on sait aussi ce qu'elle peut engendrer, une tentative ou un viol, il peut réellement engendrer la mort sociale de quelqu'un après, ou sa mort réellement matérielle, les suicides, etc. Et donc empêcher le suicide, empêcher cette mort sociale, cet énorme impact sur soi, sur la collectivité aussi, parce qu'on conçoit beaucoup aussi nos corps dans nos sociétés comme un corps social, corps collectif, avec la notion entre autres de l'art, etc. Empêcher ceci, et aussi moi je l'appréhende comme une forme de subjectivation,
que les femmes ont pu assurer à travers le recours à la violence dans un contexte donné. Donc voilà, les approches fanoniennes sont quand même très importantes dans mon travail et je les mobilise de la sorte. Fanon qui est un marxiste, certes critique, mais marxiste. Puis d'autres approches aussi de penseurs qui mobilisent des approches marxistes sans nécessairement être marxistes. Je mobilise beaucoup Bourdieu, sa notion de habitus et exis corporel, donc qu'est-ce qui conditionne notre manière d'être, notre corporalité, notre rapport avec le monde. Mais je mobilise beaucoup les féministes critiques bourdieusiennes et critiques, donc critiques de Bourdieu, mais qui se basent quand même sur Bourdieu pour démontrer que l'habitus et l'exis corporel façonnés par la passivité dans le cas des femmes peuvent quand même concrètement être changés dans des pratiques collectives et quotidiennes. Puis voilà, ça peut aussi avoir un impact général donc sur notre conception de notre corporalité. Je mobilise Althusser un peu dans la conception des appareils répressifs d'État, des féministes matérialistes, mais ancrés dans la matérialité dans mon travail et qui se revendiquent, qui sont proches du marxisme, comme Patricia Hill Collins, aussi théoricienne de l'intersectionnalité, et son approche donc, à la question fondamentale de la violence dans le qui définit la violence, qu'est-ce Qui a que le ça pouvoir. donne, Ouais. vraiment, je mobilise beaucoup des définitions de Patricia Hill Collins en lien avec la question de la violence que je trouve très très percutante et pertinente. Moi je le fais plus en lien avec les femmes, la violence des femmes, mais j'essaie aussi de monter en généralité dans mon travail pour appréhender des questions au-delà du cadre de la boxe et des boxeuses et des femmes à Tunis. J'essaie de partir pour une fois justement du bas pour interroger des questions plus méta, donc les questions de la violence quand elle est pratiquée par des êtres, des groupes subalternisés. Qu'est-ce que ça fait faire donc à notre conception de la violence, notamment la violence globale, la violence politique, etc. En prenant aussi d'autres exemples. Je m'y attarde certes pas beaucoup, c'est pas au cœur de mon travail, mais je m'arrête quand même sur comment on peut réfléchir la violence. Plus généralement à partir de là, la violence coloniale, ce qui se passe en Palestine par exemple, etc. Donc à partir de ces questions-là, de la manière de présenter, de représenter la violence. J'ai cité Patricia Hill Collins, mais il y a aussi Stuart Hall, un grand penseur marxiste aussi. Comme la violence comme une stratégie de survie. C'est ce que je comprends un peu de ce que tu dis. Comme seul recours possible pour certains et seule manière aussi pour qu'on les prenne au sérieux parce que sans ça ils n'existent même pas, ils sont d'ores et déjà déshumanisés. Certes le discours déshumanisant peut persister, il peut être encore plus instrumentalisé à leur égard quand ces groupes-là exercent une forme de violence ou de ce qu'on qualifie de violence dépendamment de qui l'on est. Dans ce processus aussi de définition, processus définitionnel. Mais c'est ça, donc en tout cas c'est fascinant. Moi ça m'a fait, donc je pars effectivement de la boxe, mais comme j'ai dit, à la base je pars d'ailleurs, ça m'amène vers la boxe, puis je remonte encore une fois en généralité, en théorisation, j'essayais comme de partir d'un terrain empirique pour interroger aussi et faire des réflexions qui dépassent juste ce terrain-là. Justement, en t'écoutant, je me demandais, est-ce qu'à la fin de ta recherche, ça a suscité d'autres questions que tu n'avais pas du tout prévues en commençant à t'approprier ce sujet? Par exemple, je ne sais pas si c'est une question exactement, mais j'ai tout un chapitre sur
le lien avec l'appareil répressif d'État C'est vrai. et les boxeuses. Ça, c'était une découverte. Ouais. J'étais fascinée quand j'ai entendu la première boxeuse, puis la deuxième, la troisième, ce lien avec ces institutions-là, le fait que ce soit beaucoup aussi centré, cette pratique à Haïtabam en particulier, un quartier que j'avais visité pour la première fois, pas je pense quelques semaines, quelque chose comme ça, avant la première entrevue, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus, mais en tout cas, je l'ai visité dans vraiment un autre contexte. Puis, je fais une entrevue et je découvre que c'est dans ce quartier-là que ça se passe, on va dire. Et donc, ça m'a amené à creuser la question du lien entre ces appareils-là et la boxe, puis pourquoi les choses ont été faites de cette manière-là, la philosophie, comme j'ai dit, de l'État derrière ça, puis à développer tout un chapitre sur aussi le lien entre sport et politique Oui. nationale. Super intéressant ça comme sujet, ouais. Ouais, c'était puis la construction de ceci qui change aussi avec le temps, avant la colonisation, après la colonisation, sous quel régime, le régime de Bourguiba, le régime de Ben Ali, aujourd'hui, comment on conçoit tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas, qui est le fruit de la découverte, de rencontres sur le terrain. Ouais. Donc c'est venu après et ça a été façonné de la sorte. Et c'est quand même un chapitre en entier, c'est pas rien. Donc faire une partie de mon terrain pendant la pandémie, c'était quelque chose, c'est aussi un autre défi auquel j'ai dû faire face. Et c'est quelque chose à laquelle j'ai donné de la place dans mon travail aussi, pour expliquer, pour revenir aussi sur ça, sur le processus de recherche dans ces conditions-là, faire aussi de la recherche lors de moments de contestataires massifs en Tunisie, donc en lien avec la crise de la Covid, puis les mesures, entre autres, ou le manque de mesures du gouvernement de Machichi à l'époque, etc. Donc je me suis arrêtée là-dessus, j'ai donné de la place aussi à ça, à moi en tant que chercheur, mais aussi en tant que militante. Dans tout ceci, j'ai essayé de le questionner. Si je n'avais pas fait ma recherche pendant la Covid, j'aurais probablement mis et fait de la place pour parler de moi quand même en tant que chercheur et mon lien avec mon objet de recherche et tout. Mais par exemple, je n'aurais pas parlé de la Covid, je n'aurais pas parlé de mesures, notamment que je juge comme coloniales, que les mesures d'ici, que l'université, par exemple, a exigé que j'applique dans un contexte complètement différent. Merci beaucoup pour toutes tes réponses sur la boxe féminine en Tunisie. Là, je vais te poser des questions un peu plus sur toi, en particulier. Donc, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que tu as reçu un prix pour l'organisme des artistes pour la paix. Donc, c'est vraiment admirable. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Oui. J'ai obtenu le prix avec ma camarade Chantal Ismay, donc, qui est une féministe de renommée haïtienne, féministe haïtienne de renommée ici à Montréal, et qui milite dans diverses structures, notamment femmes de diverses origines avec moi. Puis on a reçu le prix pour notre collaboration, notre engagement contre le sommet parlementaire de l'OTAN qui a eu lieu ici à Montréal en novembre dernier. Donc on s'est engagé en tant que membre de FDO, de femmes de diverses origines, qui est un groupe et un organisme féministe, anticolonial, anti-garde d'agression. Je pense que c'est important aussi d'utiliser cette terminologie-là. Puis, donc voilà, on a représenté notre organisme en nous impliquant de différentes manières dans toute la mobilisation contre l'OTAN, le sommet de l'OTAN. Et c'est ça, donc on a eu ce prix de reconnaissance de la part
Artistes pour la paix, dans ce sens-là, parce que c'est un organisme aussi antimilitariste. Donc c'était pour reconnaître notre implication et à l'occasion du 8 mars, donc notre implication en tant que féministe aussi, donc pour cette mobilisation-là contre l'OTAN, mais aussi plus largement voilà, notre implication en tant que féministe pour la justice, pour la paix, mais une paix qui ne peut être que juste, sinon pour moi on ne peut pas la considérer comme une paix à Montréal. Voilà, le fait, je pense que le fait aussi que j'écrive de mon côté, j'écrive de la poésie, voilà, des écrits libres, on va dire. Puis Chantal aussi fait ça. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a fait créer plus de liens avec l'organisme en question. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que s'inscrit ce prix-là. Excellent. Est-ce que est-ce que vous êtes encore en train d'organiser des événements, des mobilisations? Est-ce que nous, on pourrait s'intégrer dans votre mobilisation? Est-ce que les gens en général peuvent venir participer à vos activités ou des choses comme ça? Femmes de diverses origines. Oui. Oui, c'est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. C'est le groupe qui chapeaute et organise chaque année la grande manifestation pour le 8 mars. Ok. C'est le grand groupe, c'est FDO. Puis donc il y a diverses coalitions, divers autres groupes qui se mobilisent de manière ponctuelle puis qui viennent collaborer donc, à l'organisation de la marche chaque année. Et la marche étant l'événement principal, l'axe de travail principal de FDO, qui lui prend quand même plusieurs mois chaque année de préparation et qui est précédé par d'autres rencontres médiatiques, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le travail de l'organisme, mais après les personnes appartiennent à d'autres organismes. Donc tout au long de l'année, je dirais que il y a une forme de plus en plus d'intérêt de rester dynamique et puis de participer en tant que FDO à divers événements à Montréal. Puis ça se fait de plus en plus, mais principalement donc le travail de ce groupe, c'est la préparation de la manif du 8 mars, chose qui prend vraiment un bon 5-6 mois de mobilisation chaque année, presque la moitié de l'année. Et oui, c'est ouvert à toute personne. Femmes et hommes? Non. À toute personne s'identifiant comme femme. Après, pour des tâches ponctuelles, oui. Il y avait, par exemple, pour faire la bannière de la manif, il y avait des hommes avec nous, donc qui y ont contribué. Le jour de la manif, pour être gardienne, pour de diverses tâches liées à la manif. Les hommes sont les bienvenus, les hommes féministes, oui, les alliés coloniaux et anticapitalistes, oui. Vraiment, sont les bienvenus, mais tout comme les femmes, c'est ça notre Bien approche. Une approche anti-militariste, anti-guerre d'agression, donc c'est fondamental pour le travail de FDO, d'où aussi le lien avec la question de la paix. Oui, que tu vas bien si tu veux, avec grand plaisir. Nous rejoindre. Oui, avec grand plaisir. Je vais y aller avec la dernière question. C'est quoi tes projets pour la suite? En lien avec ma thèse ou dans ta vie professionnelle, je ne vais pas m'avancer sur ta vie personnelle, mais tes futurs projets, est-ce que tu as des choses en tête? Je coordonne aussi un projet de recherche, action participative, qui documente le parcours migratoire de femmes en situation de précarité au Québec et au Liban, puis les stratégies qu'elle développe, ainsi que les stratégies que les groupes communautaires et militants auxquels elle recourt développent pour les aider à faire face à leur précarité. Je coordonne ce projet. On vient de faire un événement de clôture il y a quelques jours, mais il y a des tâches ponctuelles qui vont persister sur les prochains mois. Donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Du côté de ma thèse, j'ai l'idée, je ne sais pas quand je vais la concrétiser, mais j'aimerais vraiment
faire un livre de ma thèse. Ah, magnifique. Oui, pour être honnête, l'idée même n'est même pas venue de moi. Avant même que moi je le pense, j'ai entendu, on m'a fait beaucoup de commentaires sur le fait que c'était intéressant et que ça pouvait vraiment prendre le format d'un livre. Surtout que déjà moi je fais beaucoup d'écriture libre. Même dans ma thèse, en fait, ma manière d'écrire ma thèse, je pense que Oui, j'ai senti que tu avais un ton vraiment propre à toi, comme on se sent vite comme très proche de toi quand on te lit. On dirait qu'on était déjà amis. Waouh. Mais ça me fait plaisir. Je t'assure. Autant pour mon écriture que pour ce gage d'amitié. Oui. J'ai un rapport que je peux qualifier d'intimiste avec l'écriture, même l'écriture politique. On m'a fait beaucoup de commentaires en lien avec ma thèse, que ce soit en l'écrivant ou après l'avoir écrite, soumise, etc. Que ça fait vraiment, comme ça peut être un très bon livre. Puis moi-même, je suis vraiment intéressée par l'écriture de manière générale. Donc faire un livre de ma thèse, c'est quelque chose qui m'intéresse. Probablement faire aussi un postdoc, faire un terrain de recherche au Mexique. Fantastique. C'est un pays qui me parle beaucoup, que je connais aussi relativement bien, où j'ai pas mal d'attaches. Et je me dis que c'est important aussi de créer ce lien entre pays du Sud global, puis plus largement continuer à m'impliquer socialement. Continuer à être militante et tout ça. Continuer à être militante sur... Merci beaucoup. C'était vraiment super, j'ai adoré ce moment. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour de rendre ce moment possible. Ah, magnifique. Merci de nous avoir écoutés et au prochain épisode.